Chers internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette 29e édition de notre hebdo vidéo sur l'actu IT et télécom. Et je suis en compagnie de Guy Hervier. Alors, édition un petit peu spéciale cette semaine, puisque Guy Hervier n'est pas dans nos locaux et nos studios de la Défense, mais tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, et plus précisément à Central Park. On le retrouve d'ailleurs en direct. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, vous avez profité de ce séjour new-yorkais pour nous parler d'une exposition qui se déroule en ce moment à New York, qui s'appelle Silicon City, qui fait un peu, et revient un peu en fait sur l'histoire de l'informatique dans la région new-yorkaise, parce qu'on a un petit peu oublié avec la montée en puissance de la Silicon Valley, mais New York est une des villes évidemment fondatrices en matière d'informatique. Donc nous sommes effectivement à New York et c'est l'occasion de parler de cette relativement petite exposition qui s'appelle Silicon City, qui est sponsorisée par IBM. Donc évidemment il y a pas mal de choses qui sont exposées qui sont liées à IBM. Mais néanmoins c'est une exposition intéressante pour les gens qui ont suivi l'histoire du secteur, puisqu'on voit tout un tas de vieux objets, à commencer par la machine d'Hollerith qui a été utilisée en 1890 pour le premier recensement aux États-Unis. Et on sait que Hollerith a donné naissance plus tard à IBM. On voit les machines à boules, le premier IBM PC, évidemment pas une réplique entière de l'IBM 360 parce que ce serait trop important, mais juste quelques parties. Et puis évidemment des technologies qui sont pré-informatiques, à commencer par le télégraphe de Samuel Morse et puis la lampe à incandescence de Thomas Edison. Et donc en fait cette exposition est intéressante dans le sens où finalement elle montre que New York, avant d'autres régions aux États-Unis, dont aujourd'hui la Silicon Valley, qui à l'époque n'était que on pourrait dire un Orchard Valley, puisque à l'époque c'était finalement des arbres fruitiers principalement. Et donc c'est vraiment New York qui a été le premier centre de technologie. Donc il y a eu évidemment les laboratoires ATT, IBM. Et donc c'est intéressant aussi dans le sens où finalement dans les années 70, 80, enfin on va dire 60-70, l'innovation n'était pas nécessairement liée aux petites entreprises, aux startups qu'on appelle aujourd'hui. Les grandes entreprises étaient les sociétés innovantes, IBM, ATT, donc en sont la preuve. Et puis après, dans les années 80-90, les choses ont quand même migré toute l'innovation a migré vers la Silicon Valley, avec toutes les entreprises qu'on connaît. Avec les deux piliers historiques, on va dire, de la Silicon Valley, Fairchild et Hewlett-Packard. Intéressante à double titre, qui montre la renaissance de New York dans le cadre des technologies Internet. Alors, technologie Internet appliquée bien sûr à ce qui fait la force de New York, c'est-à-dire la finance, les médias et puis la publicité. Donc il y a eu des entreprises comme DoubleClick, qui est vraiment la société qui a révolutionné un peu l'internet, et puis donc après d'autres sociétés qui sont arrivées dans le secteur, et qui montrent qu'il y a vraiment une renaissance actuellement à New York dans ce domaine, toujours dans le domaine des technologies, mais appliquées aux forces qui font la force de New York. Donc exposition intéressante qui montre le balancier entre la Silicon Valley d'un côté, qui reste toujours, et même en termes de financement, qui reste très très loin devant, et on le sait, New York, la région de New York est devenue aujourd'hui la deuxième en termes de venture capitalist, devant la région de Boston et ce qu'on appelait à l'époque la route 128. Donc exposition à voir, qui est symbolique de tout un phénomène et de tendances qui sont tout à fait notables. Alors, deuxième sujet de la semaine sur lequel évidemment il fallait revenir, c'était les annonces d'Apple cette semaine, plus précisément la semaine dernière, avec notamment un nouvel iPhone et un nouvel iPad. C'est un peu l'occasion de faire le point sur le business model d'Apple. Oui, alors donc ici on est sur Big Apple, donc évidemment ça s'est plutôt bien synchronisé puisqu'on va parler des annonces d'Apple la semaine dernière.
Donc les annonces pour les citer, il y a donc un nouvel iPhone SE, qui est le nouveau Apple d'entrée de gamme, le nouvel iPhone d'entrée de gamme à 399 $ pour la version 16 Go et puis 499 pour la version 64. Donc il y a ça, il y a un nouvel iPad Pro, donc orienté professionnel, avec un écran un peu plus petit, dont Apple dit qu'il pourra être l'outil qui remplacera le PC. Bon, ça reste à voir. Et de nouveau, alors de manière un peu plus anecdotique, de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch. Bon, évidemment, on peut en penser ce qu'on veut. Une boîte à outils de développement CareKit pour développer justement sur la plateforme Apple Watch des applications. Alors ça, c'est destiné, je dirais, aux centres de recherche, aux hôpitaux qui pourront développer des applications basées autour de l'Apple Watch qui, on le sait, sera un outil qui permettra de collecter tout un tas de données sur une personne, donc à la fois de suivre l'état de la personne en temps réel, et puis après d'agréger ces données et de faire de l'analytics autour de ces données. Alors évidemment, jusqu'à présent, depuis l'introduction de l'iPhone en 2007, Apple nous fait un peu comme Woody Allen nous sort une nouvelle version au mois de septembre. Woody Allen nous gratifie d'un nouveau film tous les mois de septembre. Donc depuis 2007, finalement, c'est l'innovation principale d'Apple, parce que bon, certes l'Apple Watch est une nouvelle innovation, mais pour l'instant c'est quand même une source de revenus qui est relativement marginale, et donc le problème pour Apple, c'est qu'il est de plus en plus dépendant de l'iPhone, qui représente plus de 2/3 de son chiffre d'affaires. Donc c'est pour Apple, en tout cas, c'est en train de devenir un problème. Bon, on verra ce que ça va donner, et on verra entre parenthèses si en septembre prochain Apple va sortir encore de nouvel iPhone. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre. Alors sans transition, Guy, après la fine fleur de la Silicon Valley, on parle de deux acteurs historiques, IBM et HP, qui ont un peu de mal, on en parle régulièrement, face à ce grand mouvement de transformation numérique. Et c'est l'occasion pour HP et IBM d'annoncer un certain nombre de mouvements sociaux, de plans sociaux même précisément, sur lesquels on va revenir. Alors oui, donc ça c'est un peu la saga qui continue. Donc il y a d'un côté IBM qui, dans le cadre d'une vaste suppression d'emplois au niveau mondial, avec des implications en France. IBM vient d'annoncer dans le domaine de son département GTS, donc tous les Global Technical Services, donc les services techniques, à la fois outsourcing, infogérance. Donc là on est vraiment au niveau de l'infrastructure, et donc a annoncé la suppression de 360 emplois. Donc il y a un PSE qui a été proposé. Donc on sait, PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui finalement signifie le fait qu'on va licencier. 360 emplois, ça s'intègre dans un plan plus général, un plan triennal qui va de 2015 à 2017, qui représente pour la France à peu près 1500 emplois, et qui va nous ramener à la fin de cette période avec un IBM France qui représentera environ 7000 salariés. On sait que dans les fin des années 80, IBM en France était 25 000 personnes, donc c'est une évolution qui est évidemment extrêmement significative. Bon, sachant qu'à l'époque, IBM en France était aussi des usines. Il y avait beaucoup d'usines, il y avait Corbeil-Essonnes, il y avait Bordeaux, il y avait Montpellier, donc, où on fabriquait des ordinateurs, ce qui évidemment n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut comparer ce qui est comparable, mais bon, malgré tout, c'est quand même une tendance. Et puis donc pour HP, HP c'est un peu le même, donc c'est HPE maintenant, puisqu'on sait depuis un certain temps, HP c'est deux entreprises. HPE en France a évité le licenciement, puisque finalement les salariés de l'entité EDS
ont pu être gardés dans une nouvelle entité qui est baptisée Onshore Technology Services, contrairement à l'Allemagne. À l'Allemagne et à l'Angleterre, ces deux entités-là ont été cédées, dont l'une en Allemagne a été cédée à Proservia, qui est en fait l'entité IT de Manpower. Donc bon, pour HP, c'est je dirais, un palier dans cette évolution, mais est-ce que ça va durer? Ça, c'est à suivre. En tout cas, bon, c'est pas de très bonnes nouvelles pour HP et IBM. Alors ça, c'était pour la semaine passée, pour la semaine à venir et même sûrement les prochaines semaines. On revient sur une saga dont on a déjà parlé, la fameuse saga Apple versus FBI, à propos de décryptage de l'iPhone lié à l'attaque terroriste de San Bernardino. Le combat, si je puis dire, ou en tout cas l'affrontement privacy, comme disent nos amis américains, versus lutte contre le terrorisme n'est pas fini, loin de là. Et les débats ne font que commencer. Oui, donc on revient sur Apple. On le sait, suite à l'attaque des terroristes de San Bernardino, donc le FBI a récupéré des iPhones et il y a une bataille depuis ce temps-là entre le FBI d'un côté et puis Apple de l'autre, pour que Apple donne les codes permettant au FBI de rentrer dans l'iPhone et de récupérer toutes les données, évidemment, qui permettraient de faire avancer l'enquête. Donc jusqu'à présent, Tim Cook tient bon. Il avait fait une longue interview dans la chaîne de télévision ABC il y a quelques semaines, et là, cette semaine, il fait encore l'objet d'un article en couverture du Time Magazine où il explique en détail les raisons pour lesquelles il tient bon. On le sait, Apple, contrairement à Google, dont c'est un peu le fonds de commerce, Apple a toujours été très clair dans son discours, à savoir de protection des données des utilisateurs d'Apple. Donc il tient bon, sachant que, à supposer que il y a eu les attaques de Bruxelles, donc il y a une forte pression finalement pour que les fournisseurs les fournisseurs privés finalement donnent les données aux États. Mais évidemment, si ça se faisait une fois, ça ferait un cas de jurisprudence, et donc bien entendu, tous les avocats utiliseraient ça comme moyen de pression à chaque affaire. Donc c'est vraiment un cas d'espèce qui est intéressant à suivre, parce qu'il donnera la direction dans laquelle nos sociétés vont évoluer. C'est toujours évidemment le dilemme entre d'un côté la sécurité et de l'autre la liberté, mais bon, c'est une affaire en tout cas qui est certainement pas terminée, sachant qu'il y a évidemment Apple et FBI en cours, mais malheureusement il est à craindre que d'autres attaques terroristes arriveront et que le problème se reposera de nouveau, puisqu'on le sait, les terroristes, ils sont traqués, ils utilisent des téléphones mobiles, on sait tout sur eux, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui réside sur le téléphone mobile. Donc c'est une affaire qui est très exemplaire d'un problème de société actuel. Enfin, pour conclure, pas de coup de gueule cette semaine, mais un hommage, tout simplement. Donc après le décès de Sherfkan, comme on l'avait dit la semaine dernière, le décès d'Andy Grove, un des 3 fondateurs d'Intel, une des entreprises évidemment fondatrices du secteur de l'informatique. Tout le monde a sûrement les fameux processeurs Intel dans un de ses ordinateurs personnels. Et Andy Grove s'est éteint la semaine dernière. C'est l'occasion de revenir sur un pan de l'histoire de l'informatique. Alors oui, donc Andrew Grove, donc il y a pas longtemps, c'était Serge Kemp, le fondateur de Capgemini, qui disparaissait. Et là, c'est Andrew Grove qui vient de disparaître. Donc Andrew Grove, c'est l'un des 3 fondateurs de Intel, qui a fondé Intel en 68 avec Robert Noyce et puis Gordon Moore. C'est celui qu'on connaît un peu le plus parce que tout le monde connaît la lambda de Moore. Mais je dirais qu'à eux trois, ils faisaient un trio de personnalités très complémentaires. Et donc Intel, donc on l'a dit tout à l'heure, Fairchild et HP étaient les 2 piliers historiques de la Silicon Valley. Donc HP d'abord, Fairchild ensuite, et Intel finalement s'est développé avec l'invention la création du microprocesseur en 71,
dont la puissance suit, on vient de le dire, la loi de Moore, et qui finalement est la chose qui permet qui a permis et qui permet toujours le développement de toute l'industrie électronique et de tout ce qui tourne autour, l'Internet, toutes les technologies d'aujourd'hui. Sans ces microprocesseurs et donc de l'époque et d'aujourd'hui, rien n'aurait été possible et rien ne le sera encore pour demain, puisque on le sait, même si beaucoup de scientifiques nous disent qu'on arrive aux limites de la loi de Moore, on sait que l'évolution ralentit un peu, elle continue toujours à progresser. Bon, évidemment, il y a des technologies alternatives comme ne serait-ce que l'informatique quantique, mais pour l'instant, les microprocesseurs en silicone traditionnels continuent à progresser et donc permettent à cette industrie d'évoluer à un rythme toujours très rapide. Merci Guy pour cette synthèse. On vous laisse reprendre l'avion à JFK et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel hebdo de l'actu IT et Télécom sur une version un peu plus traditionnelle. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.